Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vidéo assez longue aujourd'hui pour vous parler de l'Olympique de Marseille alors qu'on est à quelques jours du début de cette nouvelle saison de Ligue 1. J'ai beaucoup de choses à vous dire concernant l'OM et ce qui s'est passé ces derniers mois. Ce que je vous propose, c'est que ça soit une discussion qui soit structurelle où on va regarder en 3 composantes ce qui se passe à l'OM. Je vais utiliser les 3 D, c'est-à-dire désengagement du propriétaire, dysfonctionnement à l'interne et enfin dégradation de l'effectif. Donc sur ces 3 parties-là, je vais prendre de manière structurée ce qui va pas, ce qui va très mal actuellement à l'OM. Pourquoi est-ce qu'on pourrait potentiellement et déjà légitimement parler de crise interne ? Je pense que c'est possible, je pense que c'est pas galvaudé de dire ça. Et vraiment regarder, pas dans l'émotion de l'instant, pas de manière surexcitée et juste vraiment sur le moment, mais plutôt de manière structurelle. Quelles sont les causes et vraiment les problèmes profonds de l'OM et puis comment est-ce que ça se manifeste aujourd'hui et potentiellement qu'est-ce qui se passera demain, quel avenir potentiellement meilleur pour l'OM, quelle piste il peut y avoir d'amélioration. Donc le premier point, j'attaque directement, va être effectivement désengagement du propriétaire. On le sait maintenant, depuis que Frank McCourt est propriétaire de l'OM, il a injecté probablement aux alentours de 700 millions de dollars. C'est ce que les observateurs et les analystes anticipent et estiment au mieux environ 700 millions. Ce qui est effectivement une somme énorme due au championnat de France avec le fait que les ressources soient faibles via les droits audiovisuels, avec le fiasco qu'on a eu pour les droits télé. Les clubs perçoivent très peu. L'OM aussi n'est pas propriétaire de son stade, du stade Vélodrome. Ça, c'est un problème d'un point de vue ressources. Certes, à l'achat, d'un point de vue actif, ça coûte très cher. On l'a vu avec l'OL qui a mis X années à rembourser effectivement son crédit pour l'achat du stade à Dessines qu'ils ont construit. Mais ensuite, ça permet des entrées d'argent et vraiment des ressources et des revenus annuellement qui sont importants quand on possède son stade. C'est pas le cas de l'OM, effectivement, qui le loue. Donc ça, d'un point de vue de la valeur du club, c'est un problème. Ensuite, effectivement, McCourt, il est observé actuellement et avancé par les analystes qu'il aurait déjà mis 100 à 120 millions d'euros depuis ce début d'année 2026 dans le club pour le renflouer continuellement. On peut se poser franchement la question, pourquoi est-ce que McCourt y reste ? Sincèrement. Parce que si c'est pour avoir un actif à perte, quand vous êtes un entrepreneur, un businessman, effectivement un homme d'affaires multimilliardaire comme Frank McCourt, pourquoi est-ce que vous gardez un actif qui continuellement génère de la dette et de la perte, année après année ? Eh bien, certainement, c'est les décisions que se pose actuellement Frankie McCourt du côté de Boston. Là aussi, vraiment, il y a plusieurs choses qui vont être à dire. Je commence par la première, c'est que le fait qu'il soit à Boston, qu'il soit peu souvent à Marseille, ça, c'est un gros problème en tant que tel. Parce que regardez le PSG, effectivement, avec Nasser qui est sur place, eh bien, ça aide à contrôler, ça aide à structurer les opérations et le club d'être présent. Ça aide beaucoup. Là, McCourt, il est sur la côte est des États-Unis, quand il n'est pas à Los Angeles, et ça, c'est un gros problème d'un point de vue relais direct d'influence et contrôle qu'on a sur l'organisation. C'est vraiment très important, sur l'organisation et sur la culture du club. Donc ça, c'est un premier très gros déficit pour l'OM actuellement, dans son écosystème et dans sa manière d'être et manière de vivre. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, effectivement, pour passer la DNCG l'année prochaine, selon plusieurs estimations, il y aura 150 millions d'euros à trouver encore via des ventes de joueurs et via des transferts. C'est énorme et ça va appeler un dégraissage, vraiment à dégraisser le mammouth de manière massive. Et je vous en parle d'ailleurs dans quelques minutes. Mais avant ça, pour revenir à McCourt, donc on sait qu'il recherche un actionnaire minoritaire pour son club. Qu'est-ce que ça veut dire généralement qu'on recherche un actionnaire minoritaire d'un point de vue stratégie financière ? Très souvent, ça veut dire que quand même on est dans une phase de désengagement progressif. Soit on décide effectivement de ne plus être autant attaché financièrement, structurellement à un actif, en l'occurrence à un club de sport, à l'OM, ou alors on décide effectivement progressivement d'en céder des parts à un autre actionnaire. On sait donc depuis plusieurs mois que McCourt cherche effectivement un partenaire pour devenir actionnaire minoritaire, mais il n'en trouve pas. Il trouve personne intéressé au prix auquel effectivement il est prêt à laisser ses parts, personne qui est intéressé à l'OM. Tout simplement. Et là, je pense qu'il y a un vrai souci, mais surtout de manière sous-jacente, il y a probablement et potentiellement la volonté de McCourt de quitter l'OM, de tout simplement vendre le club à moyen terme. Je ne serais pas du tout étonné pour ma part si on apprend fin 2026 ou courant année 2027
que McCourt vend le club. Qu'on apprend ça dans le Financial Times, dans un journal anglais, à destination effectivement d'investisseurs financiers, de la bourse. Ça me paraît probable. Le problème, c'est qu'il surestime beaucoup son club. McCourt estime l'OM aux alentours de 800 millions à 1,2 milliard. Et c'est beaucoup trop à nouveau pour un club qui n'est pas propriétaire de son stade et avec des ressources, avec les revenus télé qui franchement sont faméliques, qui sont assez faibles dans notre championnat. Donc ça représente vraiment des gros problèmes. Et puis ensuite, regardez ce que McCourt il vient de faire là sur ce dernier mois. Plutôt que d'investir dans l'OM encore, il investit sur des canassons. Il investit sur des chevaux. Puisqu'effectivement, il a mis 300 millions, 300 patates sur un projet de cavaliers, de course effectivement de chevaux avec des cavaliers qui doit être une future grande ligue internationale avec un gros prize money, avec les meilleurs cavaliers du monde, etc., etc. Donc textuellement, les gars, dans vraiment les faits concrets, ils préfèrent investir sur des canassons plutôt que sur l'OM. C'est ça la situation. Bien entendu, je dis ça avec de l'humour. D'ailleurs, j'apprécie les courses de chevaux pour ma part, le turf, etc. et l'hippisme. Mais bon, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et en l'occurrence, là, c'est plus des cavaliers et du saut d'obstacles. Mais bon, bref, ça indique en tout cas que McCourt, il diversifie ses actifs en tant que propriétaire, en tant que businessman et entrepreneur. Et il souhaite placer ses billes ailleurs. Et pas nécessairement dans l'OM, qui doit voir comme un club, si ce n'est qui périclite, en tout cas qui lui pose des problèmes et qui lui coûte très cher. Et il a plus envie de renflouer les caisses. Ça apparaît très clairement. Ensuite, je vais maintenant sur les dysfonctionnements. Il y en a, mais énormément. Je vous propose de manière structurée d'aller à travers les principaux. Tout d'abord, d'un point de vue de la chaîne de direction. Qui est-ce qui reporte à McCourt et qui, en grande partie, gère le club d'un point de vue du board? C'est la VP de l'OM, qui est effectivement Sherazade, une franco-iranienne, qui est donc VP et sur le board de Marseille, et qui gère, manage, oriente l'OM dans sa gouvernance, dans son fonctionnement. C'est une personne qui ne connaît pas le football. Qui ne connaît absolument pas le football. Et ce n'a rien de personnel que de dire ça. Est-ce que c'est la bonne personne qui est là pour gérer l'OM? Pour être le bras droit de McCourt en France? À mon sens, la réponse est implicite à ce que je viens de dire. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, vous avez Anne Méo, qui est la grande papesse des médias et de l'influence médiatique à Paris, dans les sphères parisiennes et des grands patrons du CAC 40 et des hommes politiques depuis maintenant les années 70, littéralement depuis Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70 qu'elle conseillait. Donc Anne Méo, elle est dans les petits papiers et dans les salons parisiens, très bien implantée dans le CAC 40, etc. C'est elle qui commande, ou en tout cas qui prend des cachets importants à Frank McCourt pour lui conseiller de faire des interventions dans le journal du dimanche, dans différents journaux, etc. Franchement, pour quel bénéfice? Pour quel intérêt? Pour quel impact pour McCourt? À part faire il y a 2 ans, 3 ans, une petite guéguerre en soft power avec le cowboy John Textor et l'OL pour se positionner un peu comme ça. Franchement, sinon, quel effet? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. C'est ridicule, même. Donc ça, c'est un autre problème. J'ajoute un point de vue d'efficience et souci. Le marketing. Le nouvel emblème et logo de l'OM. Et aussi les maillots qui vont avec ça. Sincèrement, c'est loin d'être superficiel. On parle de l'image. On parle du marketing du club. Nouveau maillot et nouveau logo qui est raillé de manière universelle par les supporters. Tout le monde qui a dit qu'il n'en voulait pas, que c'est un plagiat de Volkswagen, que c'est hideux, moche, atroce. Vous pouvez utiliser tous les adjectifs que vous voulez. Et personnellement, la même chose, je trouve que ce logo est immonde. Vous êtes l'OM, vous avez un grand cachet, quand même une histoire importante. Vous pouvez avoir un emblème qui évoque l'histoire, qui soit de qualité. Là, franchement, c'est pas à faire. C'est vraiment pas à faire ce logo qu'ils ont sorti. D'ailleurs, je fais une incise, pour ma part, j'aime bien le maillot Third, avec cette couleur un petit peu d'ailleurs inspirée de lavande, etc. Ils ont beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. D'ailleurs un peu trop, je trouve que c'est vraiment le flux constant de marketing sur l'image. Mais ce troisième maillot, je trouve, de l'OM est assez réussi. Parenthèse fermée. Mais maintenant, pour continuer sur les dysfonctionnements. Concernant Grégory Lorenzi maintenant, effectivement le nouveau directeur sportif du club. Grégory Lorenzi, donc très bon directeur sportif à Brest depuis quelques années. Il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Mais clairement sur un profil d'un directeur sportif qui est capable d'aller trouver des recrues pertinentes et intelligentes pour entre 5 à 15 millions d'euros, quelque chose comme ça.
et plutôt au niveau national, dans l'Hexagone. Et là, on apprend qu'effectivement, le but, c'est un dégraissage massif avec sortir les joueurs à l'étranger dans des championnats allemands, espagnols, italiens, où il a peu de relations. Donc en fait, le profil de Lorenzi, il n'est pas adapté au projet et au but actuel mené par l'OM et par McCourt. Donc ce recrutement, franchement, il pose question. D'ailleurs, avec le cas légal lié à l'OGC Nice qu'il avait signé dans un premier temps. Donc ça ajoute un micmac légal et un problème d'un point de vue contractuel vu qu'il avait signé effectivement avec Nice. Encore d'ailleurs, une complication et une problématique supplémentaire à ajouter à McCourt. En plus de ça, la manière dont Lorenzi il avait été amené à l'OM, rappelons-le, c'est McCourt qui décide de mandater un cabinet de chasse de dirigeants sportifs pour lui établir une shortlist, c'est ce qu'avait révélé d'ailleurs Romain Molina, une shortlist de dirigeants sportifs. Sincèrement, avec la liste qui était dessus, c'est-à-dire Julien Fournier, ex-Nice, également Paul Mitchell, ex-Monaco, etc., enfin des profils franchement, surtout ce dernier, pas terribles, ils pouvaient pas faire ça eux-mêmes, l'OM, plutôt que encore signer un gros chèque, direction, un cabinet de chasse, qui est content de prendre ses émoluments et ses honoraires pour cette chasse-là. Franchement, est-ce que c'était nécessaire ? Et ensuite, Lorenzi, vu que McCourt panique, et en panique totale d'un point de vue de la sortie et de la vente des joueurs, McCourt fait appel à un cabinet, donc Unique Sports, qui a plutôt une mauvaise réputation, assez agressive sur le marché, etc., pour faciliter le partage de ces profils des joueurs de l'OM à différents marchés, Allemagne, Espagne, Italie, les pays du Golfe, etc., pour les vendre et les faire sortir au plus vite. Donc franchement, ça vient court-circuiter la mission de Lorenzi. Mettez-vous à la place et dans les chaussures un instant de Lorenzi. Vous avez votre patron qui vient mandater une boîte qui va venir faire votre travail de parler de vos joueurs dans les différents marchés européens pour essayer de les vendre au plus vite. Franchement, c'est vous couper l'herbe sous les pieds. C'est un petit peu couper une partie de votre fonction. Et d'ailleurs, avec un pourcentage sur toutes les ventes visiblement faites, dû à un fee d'émulation, tel qu'ils appellent ça visiblement, et 10% à la revente pour les ventes qu'ils font. Donc ça coûte encore cher à l'OM. C'est encore quelque chose un peu dans le last minute, franchement le dernière minute et un peu le n'importe quoi ici de l'OM. J'ajoute à ça d'un point de vue dysfonctionnement. Regardez les sorties récentes de Benatia, il y a quelques jours, et aussi d'Aubameyang. Qu'est-ce qu'ils disent dans ces sorties-là ? Ils disent qu'à l'OM, le climat n'est pas sain, que c'est plus du copinage plutôt que de la clarté et de la structure dans les relations entre les gens, c'est du copinage de qui est copain avec tel ou tel joueur, etc. C'est pas sain, qu'il y a du désordre, qu'il y a beaucoup de médiocrité, pour citer textuellement Benatia, que c'est pas un climat qui est sain et qui est propice à la performance et aux résultats. Et c'est ce qu'on a constaté toute la saison dernière, la saison 2025-2026. Et franchement, rien n'a été nettoyé. Et Benatia, là-dessus, a une large part de responsabilité avec Longoria. Et d'ailleurs, Benatia, dans cette interview, sincèrement, c'est lunaire. À aucun moment, il se dédouane. Enfin, plutôt, à tout moment, il se dédouane. Et à aucun moment, il fait un mea culpa vis-à-vis de ses fautes, vis-à-vis des torts qui lui incombent. Alors qu'il était quand même aux manettes avec Longoria pendant plus de 2 ans. Eh bien, jamais il admet ses torts. Il met ça effectivement sur Longoria, sur les joueurs qui sont des incapables, indisciplinés et tout, mais Benatia, il est connu dans le milieu, et je le sais de plusieurs personnes qui sont dans des fédérations sportives ou dans d'autres clubs qui ont eu des contacts et des discussions avec Benatia. Il a un boulard pas possible. C'est moi-je en permanence. Et là, sincèrement, cette sortie qu'il a fait il y a quelques jours, c'est assez hallucinant comment il se dédouane sur tout. Franchement, il faut avoir un petit peu de savoir faire son mea culpa et savoir faire son autocritique. C'est hyper important en tant que professionnel, mais en tant que personne aussi. Et là, il le fait absolument pas. D'ailleurs, Longoria, qui a signé une clause de confidentialité, donc il parlera absolument pas à la presse, pour un chèque de 1 million d'euros, tel que ça a été révélé, signé par McCourt, qui voulait avoir le privilège, le bénéfice de le licencier. Enfin, donc on ne saura pas de la part de Longoria effectivement ce qui s'est passé, mais le problème avec Longoria à nouveau sur ces 2-3 dernières années, certes il a permis d'un côté d'avoir des résultats sportifs qui soient relativement stables, puisqu'en Ligue 1 le club terminait 2e, 3e, 4e, mais par contre était souvent ridicule ou pas terrible du tout en Ligue des Champions. Mais en revanche, d'un point de vue de l'arrivée et des sorties des joueurs, Marseille était franchement un hall de gare.
35 à 40 mouvements de l'effectif sur chaque mercato, franchement d'hiver, d'été, etc. C'était excessif. Il y avait une grosse instabilité que Longoria il a mis. Alors, Benatia comme Longoria, tous les deux avaient des très bons réseaux, effectivement, en Espagne et en Italie, principalement. Ils ont réussi à faire pas mal de deals pour des joueurs qui, sur le papier, sont de qualité. Donc ça, pour les Marseillais, disons, ça leur apportait de la valeur et ça leur faisait plaisir de voir des joueurs plutôt avec des noms ronflants qui rejoignaient l'OM, hein, Greenwood, Højbjerg, etc. Mais globalement, et le résultat des courses, c'est que l'effectif, aujourd'hui, est très faible. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Et sincèrement, la situation est exécrable et très mauvaise. Et ça m'amène au dernier point, effectivement, sur le dernier D, donc la détérioration de l'effectif. Donc là, aucune arrivée depuis le début du mercato à l'OM. Zéro, niet, rien du tout. Donc ça, c'est quand même assez catastrophique. Et uniquement des départs qui sont nécessaires, Greenwood, parti à Fenerbahçe. Højbjerg, là qui vient d'être démis de son capitanat par décision de McCourt, qui usurpe donc Genesio de son autorité sportive. C'est assez grave d'ores et déjà ce qui est en train de se passer. Faut bien réaliser là. Vous avez McCourt, le propriétaire, qui marche sur les plates-bandes du coach, parce qu'il n'est pas content que Højbjerg ait refusé Newcastle en transfert. Je pense que dans quelques semaines et quelques mois, ça va être la catastrophe à l'OM. Ça va être le fiasco vu la direction dans laquelle on est engagé actuellement. Ça ne m'étonnerait absolument pas que le club parte complètement à volo. Je pense que c'est vraiment une possibilité. Et effectivement, sur ce mercato, Greenwood parti. Balerdi, pourquoi est-ce qu'il ne part pas? Je sais qu'il a refusé des offres, effectivement, en Allemagne notamment, mais Balerdi, c'est un boulet pour l'OM. Un match sur deux, c'est des gaffes, des errements défensifs qui, coup de début, c'est une catastrophe. Copieusement sifflé sur le dernier match de préparation contre l'Atlético au Vélodrome. Il faut absolument qu'il parte. C'est une catastrophe que Balerdi soit encore à l'OM après toutes ces années et toutes ces bévues. Toutes ces catas. C'est pas possible. Højbjerg, qui devrait partir, mais qui ne veut pas partir, puisqu'il a un des plus gros contrats, un des plus gros salaires du club, et évidemment, la soupe est bonne, il souhaite absolument pas partir. Donc ça, c'est aussi un souci. Le gardien principal, Rui, gardien numéro 1, qui est parti à Manchester City, pour pas grand-chose d'ailleurs, pour quelques clopinettes, est parti également donc. Aubameyang parti vers la Corogne. Et là, en fait, je pense que si l'OM se sépare encore soit de Guéry, qui sera donc le numéro 9 principal sur cette saison a priori, ou alors de Paixão, parce que c'est possible qu'ils doivent, d'un point de vue salarial à nouveau, s'en séparer, pour faire rentrer plus d'argent en valeur de transfert. Si Paixão ou Guéry partent, l'un ou l'autre, voire les deux, franchement, l'effectif de l'OM, sur cette saison qui vient, franchement, l'effectif sera faible. Sera globalement très faible. Si vous avez Angel Gomez comme milieu de terrain, disons, principal, plus Amin Harit devant, et enfin, effectivement, Neal Maupay comme buteur, je pense que l'OM peut terminer entre 7e et 12e du championnat. Je suis très sérieux. Ça sera très très faible. Si vous avez Angel Gomez, Kondogbia, Amin Harit, Maupay, c'est vachement faible. C'est d'un niveau super médiocre. Vous terminez ventre mou de Ligue 1 au mieux. Et franchement, je pense pas être pessimiste ou négatif sur l'OM quand je dis ça. Je pense sincèrement que la situation serait assez cataclysmique. Donc voilà la situation de l'OM actuellement. Un propriétaire qui est assez désengagé, qui cherche un actionnaire minoritaire, qui visiblement est plutôt dans une dynamique et un momentum de vouloir sortir et s'éloigner du club. Une gestion et une gouvernance qui ont des grosses déficiences. Un directeur sportif qui vient d'arriver, qui franchement semble pas bien taillé pour le costume, semble pas être là pour le bon mandat. Je vais donner quand même 2 points positifs. L'arrivée de Genesio, c'est un bon coach vétéran de Ligue 1 qui connaît le championnat et qui peut apporter une forme de stabilité, d'expérience, c'est certain, et de maturité. La question, c'est pour combien de temps? Parce qu'avec déjà McCourt qui lui dit « enlève le brassard de capitaine à Højbjerg » alors que la Ligue 1 n'a pas commencé. On n'est pas encore à la première journée et déjà Genesio n'a pas la main sur son effectif et ses décisions sportives. C'est cataclysmique. C'est vraiment terrible. Et en plus de ça, effectivement, vous avez toutes ces sorties, cet exode massif de joueurs qui doivent quitter Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez pour votre part? Dites-le moi dans l'espace commentaire. À quel point vous êtes pessimiste pour cette saison de l'OM?
Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ça va être juste une saison de transition? J'ai vu ça parfois dans des commentaires, etc. Ça va être juste une saison de transition, globalement ça va aller, on va faire peut-être 4e, 5e, quelque chose comme ça. Je pense pas pour ma part. Je pense que on va aller vers la Bérésina. Je pense vraiment que il y a tous les signes, il y a des signaux actuellement qui sont réels, qui sont tangibles, qui indiquent que ça va partir en vrille. Rendez-vous dans quelques semaines et dans quelques mois pour en parler. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à donner vos impressions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette saison de l'OM, comment vous appréhendez les choses. Je veux vraiment entendre vos réactions par rapport à ça, de manière constructive. S'il y a des commentaires effectivement qui sont trop négatifs ou qui sont, disons, pas à la bonne place, je banne directement effectivement ces commentaires-là, directement. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous souhaitez contribuer à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ce que je fais comme contenu sur le sport, et en particulier le football et le rugby. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.